Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien cette semaine. Donc je vous retrouve pour vous parler des événements qui se sont passés du 1er au 15 novembre. Alors comme d'habitude, il y a toujours énormément de dates et de faits. J'ai décidé d'en prendre 3 pour cette semaine. Nous allons parler d'Étienne de la Boétie. Nous allons parler de l'arrestation de Charles d'Angoulême. Et nous allons parler de l'arrivée en France de Marie de Médicis. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et donc c'est parti pour les nouvelles petites chroniques. Alors Étienne de la Boétie, c'était un écrivain, un humaniste, un poète, un juriste. Il est né à Sarlat en 1530 et il est mort près de Bordeaux en 1563. Il est connu pour avoir été l'ami de Montaigne et pour avoir écrit le discours de la servitude volontaire dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors Montaigne lui a d'ailleurs rendu hommage dans ses essais en lui adressant un chapitre sur l'amitié. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, vous connaissez parfaitement la phrase. C'était une amitié qui était vraiment extraordinaire et Montaigne raconte qu'en réalité, eh bien, c'est la rencontre de deux âmes qui se sont parfaitement comprises et que ça a lié une amitié absolument extraordinaire. Alors Étienne de la Boétie était un homme qui est né dans une famille de magistrats, donc il a reçu une très bonne éducation et très tôt il s'est passionné pour la littérature et il a réalisé des traductions d'œuvres de Plutarque, de Virgile et d'Aristote par exemple. Il a fait ses études de droit à l'université d'Orléans, donc il a obtenu son diplôme en 1553 et c'est ensuite qu'il a rédigé son discours. Alors ce discours de la servitude volontaire, c'est un réquisitoire contre la tyrannie qui a surpris à l'époque par son érudition et par sa maturité. Il faut savoir qu'Étienne de la Boétie n'avait que 18 ans à cette époque-là. Alors la Boétie et Montaigne se sont rencontrés au Parlement de Bordeaux où ils officiaient tous les deux. Le roi de France Henri II le nomme par lettre patente conseiller de la cour et conseiller au Parlement de Bordeaux. Le chancelier Michel de l'Hospital l'a chargé justement de négociations de façon à établir la paix entre catholiques et protestants pendant les guerres de religion. Alors la Boétie a réalisé un beau mariage, il a épousé la fille du président du Parlement de Bordeaux. Alors le 8 août 1563, eh bien, un terrible mal le terrasse, il est en chemin pour rentrer chez lui, mais il est obligé de s'arrêter près de Bordeaux, chez un de ses confrères du Parlement, qui s'appelle Richard de l'Estonac. Et là, vraiment, son état se dégrade petit à petit, si bien que le 14 août, il rédige son testament, il sait qu'il va mourir, il sent qu'il va mourir, et il attend vraiment l'issue fatale avec courage et philosophie, et il meurt 4 jours plus tard, le 18 août. Donc, dans ces fameux essais dont je vous ai parlé, Montaigne rédige un chapitre sur l'amitié, en hommage à la Boétie et il le présente vraiment comme un sage stoïcien capable de supporter sa mort avec sérénité et détachement et il termine justement par un très beau paragraphe. Donc vous irez rechercher dans vos essais, dans les formations littéraires, eh bien nous avions systématiquement à lire les essais de Montaigne, donc je vous invite à les reprendre et à aller chercher ce chapitre sur l'amitié. C'est vrai que l'amitié, c'est quelque chose de vraiment très important. Combien d'entre nous ne se sont pas attachés à certaines personnes et pour se rendre compte que finalement l'amitié n'était pas réciproque, ou combien à l'inverse, eh bien parfois nous avons des amis de longue date qui sont sincères et fidèles et qui représentent vraiment un trésor précieux dans nos vies. Alors une autre petite chronique, un autre personnage dont j'aimerais vous parler. Alors le 2 novembre 1604, c'est l'arrestation de Charles d'Angoulême, qui était un fils illégitime du roi Charles IX avec Marie Touchet. Il n'a pas été légitimé, mais c'est
C'est un enfant qui a grandi à la cour de France où il était vraiment le protégé de son oncle Henri III. Il faut dire qu'il n'avait qu'un an à la mort de son père Charles IX et il a bénéficié d'une très bonne éducation qui le destinait à une carrière religieuse, hein, comme c'était le cas des cadets dans les familles ou justement des enfants bâtards non reconnus. Mais il va abandonner à un moment donné cette voie pour pouvoir se marier avec Charlotte de Montmorency, qui est la comtesse de Flex. Alors après l'assassinat d'Henri III, il avait reconnu Henri IV comme roi de France, il l'avait accompagné, il avait suivi sur les champs de bataille, restant près de lui, le servant. Et puis il fut pris dans une conspiration d'Henriette d'Entragues, hein, qui était une maîtresse du roi. Alors Henriette d'Entragues était vraiment folle de rage parce que Henri IV ne l'avait pas épousée, il avait épousé Marie de Médicis et elle était une princesse de sang, contrairement à Henriette d'Entragues. Donc de toute façon, il fallait absolument qu'Henri épouse une princesse de sang. Mais toutefois, il est vrai qu'il avait promis le mariage à ses maîtresses, Gabrielle d'Estrées, à Henriette d'Entragues. Il avait même donné son anneau de sacre, hein, comme promesse de mariage. Et donc vraiment, Henriette d'Entragues n'a pas supporté qu'il préfère à elle Marie de Médicis. Mais Marie de Médicis, quand même, est arrivée en France avec une dot très très conséquente de 600 000 écus, qui représente la dot la plus importante, hein, des reines de France que nous avons eues. Donc c'était quand même pas négligeable. Alors évidemment, eh bien, Henriette d'Entragues a voulu se venger, donc elle a fomenté plusieurs complots, plusieurs tentatives d'assassinat sur Henri IV. Il faut savoir qu'Henri IV a subi 25 tentatives d'assassinat. La dernière a été la bonne, hein, le 14 mai 1610. Et justement, dans les éléments que nous avons aujourd'hui, avec les nouvelles recherches qui ont été réalisées sur cet assassinat, il semble qu'Henriette d'Entragues ne soit absolument pas innocente dans l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. Alors je vous en parlerai à un autre moment, notamment quand nous serons à la date d'anniversaire de l'assassinat de ce roi. Donc notre Charles d'Angoulême a été arrêté, il a été jugé, il a été condamné à être décapité. Mais Henri IV n'a pas pu se résoudre à le faire tuer parce qu'il avait quand même des sentiments et une affection pour lui. Donc il a commué la peine en prison perpétuelle et ce n'est que bien plus tard, en 1616, grâce à l'influence de Marie de Médicis, que Charles d'Angoulême va être libéré de prison et qu'il va pouvoir la servir dans ses armées. Alors on peut dire que Charles d'Angoulême a quand même eu une certaine chance. Il est mort à l'âge de 77 ans en 1650 alors qu'il avait été condamné à mort à l'âge de 31 ans. Et puis on termine notre dernier élément par la date du 9 novembre 1600. Et bien justement, ça a été l'arrivée de Marie de Médicis en France, la seconde épouse d'Henri IV. On rappelle que sa première épouse était Marguerite de Valois, qui était appelée la Reine Margot et qui était la sœur des rois de France, François II, Charles IX et Henri III. Elle était la fille d'Henri II et de Catherine de Médicis. Donc Marie de Médicis était une riche princesse italienne de 27 ans, ce qui n'était pas tout jeune à l'époque. Et le mariage avait d'abord été réalisé par procuration. Quand Marie est arrivée, eh bien, elle est arrivée sur un bateau rempli de richesses, un bateau de 21 mètres de long qui était accompagné de 17 autres petits bateaux. Elle est arrivée de Florence à Marseille et il y a eu ensuite un convoi de Marseille à Aix-en-Provence, d'Aix-en-Provence à Avignon, puis Lyon. Alors il y avait là 2000 chevaux, des carrosses, des gens à pied, vous l'imaginez, c'était vraiment une procession absolument incroyable. Le mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis devait être célébré normalement à Lyon le 17 décembre. Mais notre Henri IV était tellement pressé de rencontrer sa nouvelle épouse qu'il a rejoint Marie à Lyon et qu'il a épousé le 9 décembre. Donc vous voyez, il n'a pas perdu de temps et suite à cela, eh bien, Marie de Médicis est tombée enceinte.
Et nous le savons, elle a donné naissance à l'héritier mâle tant attendu, le dauphin Louis, le futur Louis XIII. Et la naissance de ce Louis XIII, nous en avons parlé dans les chroniques précédentes, a provoqué une joie absolument extraordinaire pour Henri IV, qui avait été marié plus de 20 ans avec Marguerite de Valois et qui n'avait jamais eu d'enfant. Donc voilà pour les petites chroniques de cette semaine. J'espère que vous continuez à découvrir ou à redécouvrir plein de choses. Je vous remercie de me suivre sur ma page quotidienne Facebook Les Chroniques de l'Histoire par Sandra. Vous le savez, j'ai édité plusieurs livres. Alors toutes les chroniques depuis 4 ans sont éditées. Vous avez donc la possibilité de les commander sur Amazon ou auprès de moi. Vous avez une nouveauté cette année, ce sont les chroniques de Noël. Alors profitez-en. Ce sont toutes les chroniques que j'ai pu écrire avec de très très beaux visuels à l'intérieur. On vous parle des traditions, des éléments, des textes littéraires. C'est vraiment un petit ouvrage que j'ai eu à cœur de réaliser et que vous pouvez donc vous procurer pour ces fêtes de fin d'année. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour les chroniques suivantes. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt.